Bonjour, chers téléspectateurs. Nous sommes aujourd'hui le samedi 6 septembre 2025 et nous voulons toujours être fidèles à notre rendez-vous. Comme d'habitude, nous allons essayer pour notre émission, nous allons commencer à vous donner quelques informations. Et la première que vous avez suivie la dernière fois, elle est relative à l'annonce que nous faisons sur le webinaire que nous allons organiser le vendredi 12 septembre à partir de 18 h. Et nous souhaitons que vous soyez très nombreux à être connectés. Je sais que j'en suis préoccupé parce qu'on m'a rappelé que notre taux, je dis notre taux en tant que Congo de connexion à l'Internet au débit est très faible, 34,4%. Il y a certainement beaucoup de raisons. J'espère que ce n'est pas dans le cadre de la rétention de l'information. J'espère aussi que ce n'est pas dans le cadre de la cherté de la vie. Mais quoi qu'il en soit, je vous donne l'information. Ceux qui l'ont doivent essayer de la ventiler, de la diffuser pour que le vendredi 12 septembre 2025, nous soyons ensemble. Et je rappelle que le webinaire, c'est une conférence en ligne au cours de laquelle je ferai un petit bref exposé. Et à la suite, je serai à la disposition de ceux qui le voudront pour répondre aux questions qu'ils pourront me poser. Donc, je crois que c'est la première information. Du président Pascal Lissouba n'est pas en conformité avec la loi. Mais il fait comme il se comporte comme si cela ne le touchait pas. Donc, la Constitution, c'est leur volonté. Et j'ajouterai à ça le fait que le président de la République, Denis Sassou Nguesso, n'est pas en conformité avec la loi. Et sur ce point, je tiens à être clair, parce qu'il n'est pas en conformité avec les lois et règlements de la République et la Constitution, tout simplement parce que depuis 2002, il n'a jamais déclaré son patrimoine. Ok, merci monsieur Clément Mirassa. L'autre question, c'est qu'est-ce qui a fondamentalement changé, anonyme, entre 2021 et maintenant, qui ferait que cette fois-ci, Sassou serait vincible. Au contraire, serait vincible. Bon, moi, je parle d'abord en ce qui me concerne et en ce qui concerne le Parti social-démocrate congolais. Notre position est claire. Le président Denis Sassou Nguesso n'est pas en conformité avec la loi. Et ça, nous ne sommes pas dans les recherches des armes, etc. Et je le dis pourquoi. Et il faut que ce soit compris une fois pour toutes. D'entrée de jeu, je dis, depuis 2002, le président Denis Sassou Nguesso n'a jamais déclaré son patrimoine. Ça veut dire qu'il n'a jamais déclaré qu'il ne l'a pas déclaré en 2002, il ne l'a pas déclaré en 2009, il ne l'a pas déclaré en 2016, il ne l'a pas déclaré en 2021. Ça veut dire quoi? Mais il faut retourner tout ça au président Sassou. Parce qu'en 92, quand le président Sassou était à l'opposition, qu'est-ce qu'il avait déclaré? Il avait dit, j'insiste pour dire, que je ne pourrais jamais accepter que la Constitution soit violée. Et je m'adresse aux Congolais. Mais nous constatons aujourd'hui que le président Sassou a violé la Constitution. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point que j'évoque, toujours sur la même question, je crois que d'entrée de jeu, je vous ai parlé de l'alinéa 2 de l'article 80 de la Constitution qui dit clairement que le mandat du président de la République est incompatible avec toute responsabilité au sein d'un parti politique. Mais le président Denis Sassou Nguesso est président du comité central du Parti congolais du travail. Et si nous prenons les statuts du Parti congolais du travail, il est dit clairement que le président du comité central, c'est le président du Parti congolais du travail. Et assez souvent, les militants du PCT, sinon leurs dirigeants, veulent endormir les Congolais en disant c'est un titre honorifique. Il n'y a rien dans les statuts du Parti congolais du travail qui disent que le poste de membre du comité central ou de président du Parti congolais du travail est un poste honorifique. Et de surcroît, le président Sassou, je ne suis pas en espionnage dans ses services, mais nous avons vu à travers les journaux une lettre qui a été publiée
signé par Denis Sassou Nguesso en tant que président du comité central du Parti congolais du travail. Et il avait adressé cette lettre au secrétaire général du Parti communiste chinois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il exerce bien ses fonctions. Maintenant, quand on constate que la loi est violée, que la loi n'est pas respectée, comme dans le cas du PCT, qui n'est pas en conformité avec la loi, mais qui continue à se comporter comme si la constitution congolaise, c'est leur volonté. Ce n'est pas normal. Et les Congolais doivent en prendre conscience. Donc, si on raisonne comme nous raisonnons au niveau du Parti social-démocrate congolais, mais le problème doit être posé. Et moi, je l'ai reposé une fois que le ministre de l'Intérieur a signé une note, un arrêté 1726, bar MID, bar CAB, oui, il exclut certains partis et il en reconnaît d'autres qui ne sont pas conformes à la loi. Mais la question lui a été, la question qui est posée aux Congolais est simple. Puisque le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi, puisque le président Denis Sassou Nguesso n'est pas en conformité avec la loi, que faisons-nous? Est-ce qu'il est normal, au moment où nous sommes, et je m'adresse aux Congolais, qu'un président de la République qui se refuse à respecter la Constitution puisse encore briguer un mandat? Est-ce pour respecter la Constitution ou pour continuer à la piétiner? Ce n'est pas du tout normal. La deuxième également à laquelle vous êtes habitués, c'est cette information relative aux accords entre le Rwanda et le Congo. On ne va pas beaucoup épiloguer là-dessus, on va juste rappeler quelques faits. Le premier fait que je rappelle, c'est que les Congolais étaient surpris de suivre à travers quelques médias que le 27 juillet 2021, l'ambassadeur rwandais au Congo avait rencontré le ministre congolais chargé des affaires foncières pour lui demander des titres fonciers pour des terres que le Congo avait données au Rwanda dans le cadre de la coopération sud-sud. La deuxième information, toujours du même type, c'est que sur la chaîne nationale de télévision rwandaise, on a suivi le 30 mars 2024 une information qui a été donnée, information selon laquelle une mission des membres du secteur privé rwandais s'était rendue au Congo du 4 au 8 mars 2024 et avait découvert 2 sites de terrain d'une superficie cumulée de 980 km² que le Congo avait donné au Rwanda, ce qui ne signifiait rien d'autre que la constitution de 2 enclaves rwandais sur le territoire congolais, ce qui, comme nous l'avons toujours dit, est inacceptable et intolérable. Et je crois que les Congolais ont réagi. Mais avant de parler des réactions des Congolais, nous allons rappeler que toujours dans le cadre de ces accords, il y en a 2, notamment l'accord sur la coopération militaire et technique, et puis l'accord cadre sur le partenariat économique, la promotion et la protection des investissements, qui n'ont jamais été conformément à l'article 217 ratifiés, parce que selon l'article 217 de notre Constitution, le président de la République négocie, signe et ratifie les accords et les traités internationaux. Mais la ratification n'intervient qu'après l'autorisation du Parlement. Et ces 2 accords, pour des raisons que nous ne connaissons pas, n'ont jamais reçu l'autorisation de ratification. C'est pour ça que sur cette question, les Congolais se sont levés, continuent à se lever, et crient haut et fort non à la vente des terres, non à la cession des terres congolaises au Rwandais, oui à l'annulation pure et simple de ces accords. C'est vrai que le ministre Thierry Mungala a donné l'information le 5 juin 2025 à l'occasion d'une émission du gouvernement, la quinzaine du gouvernement, selon laquelle ce dossier était clos, il était terminé. Nous disons faux. Ce dossier n'est pas clos, ce dossier n'est pas terminé. Nous avons intérêt toujours à être debout et à le suivre correctement pour que les gouvernants comprennent sérieusement que les Congolais ont pris une position ferme qu'ils entendent défendre jusqu'au bout. La troisième information que je vais donner, puisque je suis un peu concerné, j'ai été interpellé par les retraités congolais qui estiment que assez souvent, je n'évoque pas souvent la situation des retraités congolais dans ces émissions et pourtant, assez souvent, j'évoque la situation du Congo qui va mal, très mal,
Et lorsque je l'évoque, je ne cesse de parler de la situation des retraités, des étudiants, des travailleurs de plusieurs entreprises qui sont véritablement en difficulté parce qu'ils cumulent beaucoup d'arriérés, beaucoup de mois d'arriérés de salaire. On ne cesse de parler de la misère et de la souffrance. Je parlais de la ménagerie. Mais comme moi-même, je suis concerné et que cela m'est allé trop au but, je dois juste rappeler que la situation des retraités au Congo est bien connue. Près de 41 mois d'arriérés de salaire, de pension plutôt, la non-harmonisation de la valeur du point d'indice à 300 pour tout le monde. Donc, la plupart d'entre eux touchent leur pension à la valeur d'indice 160, c'est-à-dire qu'ils touchent à peu près la moitié de ce qu'ils devraient toucher depuis 2017, c'est-à-dire depuis pratiquement 8 ans, ce qui est extrêmement important. 39 mois d'arriérés, pension du mois de mai encore non payée. Les retraités de la Caisse de retraite des fonctionnaires CREF dénoncent la maltraitance des personnes âgées. Ces retraités, réunis au sein de la coordination nationale des associations des fonctionnaires, en attente de leur dû, appellent au gouvernement à jeter un regard favorable sur leur cahier de charges qui traîne depuis 2 ans déjà sur la table des autorités. En réalité, les véritables attentes des fonctionnaires semi-retraités de la CREF, la Caisse des fonctionnaires, figurent dans leur cahier de charges. Ce sont harmonisation des pensions de tous les retraités de la CREF à la valeur du point d'indice 300 dans les meilleurs délais, paiement en urgence et sans condition, la dette sociale des retraités auditée en 2015, rattrapage du paiement urgent de la pension du mois de mai, afin d'éviter aux retraités de la CREF, personnes âgées, le retour à la période pénible. Au regard de l'importance et des préoccupations des retraités contenues dans leur cahier de charges, les responsables des organisations des retraités de la Caisse de retraite des fonctionnaires accordent au gouvernement de la République un délai de 8 jours à compter de ce jour pour convoquer une rencontre en vue de finaliser l'examen du dit cahier de charges. Le président de la Sénafara CREF voit dans la non prise en compte de leurs doléances une forme de maltraitance vis-à-vis de la personne âgée. C'est la raison pour laquelle nous saisissons toutes les occasions qui nous sont offertes pour rappeler à ces autorités que la retraite demeure heureusement la route que tout fonctionnaire est appelé à emprunter à la fin de sa carrière et qu'il est du devoir et de l'obligation des pouvoirs publics de tout mettre en œuvre pour améliorer les conditions de vie et d'existence des retraités que nous sommes aujourd'hui et qu'ils seront eux-mêmes demain. Cette rencontre des retraités de la CREF s'inscrit dans le cadre de la célébration différée de la Journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées qui intervient le 15 juin de chaque année. Ils ont des arrérages, ils ont un certain nombre de choses. Mais aujourd'hui, j'ai choisi d'attaquer le problème en rappelant d'ailleurs au niveau du Congo. La valeur du point d'indice a évolué depuis l'année 2014. Au 1er janvier 2014, cette valeur était de 225. Au 1er janvier 2015, elle est passée à 250. Au 1er janvier 2016, elle est passée à 275. Et au 1er janvier 2017, jusqu'aujourd'hui, elle est passée à l'indice 300. Et malheureusement, les retraités n'ont pas pu suivre cette évolution. Ils n'en ont pas profité. Et c'est véritablement difficile. C'est pour ça que dans la recherche, nous sommes tombés sur l'article 59 de l'arrêté 84/892 d'octobre 1984, qui dit clairement que toute augmentation de traitement entraînera une majoration de la pension et de la rente dans les mêmes proportions. Pourquoi cette disposition n'est pas respectée par les gouvernements? Est-ce encore une volonté manifeste de violation des textes, des lois et règlements de la République? Ce n'est pas du tout sérieux, d'autant que les retraités connaissent une situation extrêmement difficile. Et si nous rapportons la situation, si nous revenons à la situation actuelle, ben les retraités ont pratiquement le mois de juillet et le mois d'août. C'est le mois d'août qui vient de se terminer. Ils n'ont pas touché leur pension.
Et c'est une véritable injustice. Pourquoi? Mais parce que les retraités viennent de toucher leur salaire du mois d'août. Et il n'est pas acceptable. Là aussi, nous nous referons à la Constitution. Parce que la Constitution dit quoi? C'est l'article 15 de la Constitution qui dit que tous les citoyens congolais sont égaux devant la loi et ont droit à la protection de l'État. Nul ne peut être favorisé ou désavantagé par rapport à son origine familiale, par rapport à son origine ethnique, par rapport à ses convictions politiques, ses convictions religieuses, philosophiques et autres. Pourquoi cette injustice? Pourquoi les gouvernants font cela? Et quand nous allons parler encore une fois de violations de la loi, mais les gens vont crier, mais c'est un constat qui est réel. Est-ce parce qu'au Congo, les retraités sont appelés maltraités? Pour certains qui ont beaucoup d'ironie ou qui aiment à se moquer d'eux, disent que c'est des serpents sans venin. Mais je rappelle que c'est une force dormante de près de 27 000 membres. Il ne reste qu'à eux de prendre conscience, parce que je rappelle aux retraités que la Constitution garantit un certain nombre de droits, notamment le droit d'association, le droit de réunion et le droit de manifestation. Et c'est pour ça qu'assez souvent, nous avons interpellé les syndicats qui s'occupent des retraités pour qu'ils appellent, qu'ils convoquent des assemblées générales pour que les retraités puissent se retrouver et débattre des problèmes qui sont les leurs. Et je crois que ça serait un avantage pour eux. Donc voilà un peu, je veux rassurer les retraités que moi-même j'en suis un. Et chaque fois que nous aurons l'occasion, et là, j'ai saisi cette occasion pour rappeler qu'il n'est pas normal, et j'espère que les gouvernants savent que nous approchons la rentrée scolaire. Et faute d'avoir donné de l'emploi à beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de diplômés sans emploi, mais qui vivent chez des parents qui sont retraités, que ces retraités ne touchent pas la pension, qu'il y a baisse du pouvoir d'achat, qu'il y a des problèmes de panier de la ménagère. Donc, je souhaite que les gouvernants prennent cette situation, parce que j'ai vu à travers l'une des dernières déclarations des syndicats, et ils ont relevé clairement l'indifférence et le manque de respect des engagements pris par les gouvernants, notamment en ce qui concerne la concomitance des paiements des pensions avec les salaires. Et ce n'est pas sérieux. Pourquoi on favorise les fonctionnaires et on veut avoir du mépris pour les retraités? C'est une situation qu'il faut revoir parce qu'il s'agit véritablement de personnes vulnérables. Maintenant, la quatrième information que je vais donner, et je crois que beaucoup de Congolais le savent, s'ils ne le savent pas, ils vont en profiter, c'est ce qui se passe au Bénin. Nous avons été très frappés par ce qui se passe au Bénin, parce qu'il s'y passe quelque chose de formidable. C'est l'alternance démocratique. Vous savez, depuis plusieurs années sur le continent, il y a ce débat sur des personnalités qui se considèrent pratiquement comme des personnalités providentielles, qui assez souvent ont tout mis en œuvre pour qu'on aille à un troisième mandat, donc n'ont pas respecté leurs lois fondamentales, n'ont pas respecté les textes de leur constitution, qui assez souvent ont verrouillé le problème de la limitation des mandats à 2. Au Bénin, ce débat est déjà eu. Et aujourd'hui, on est très heureux. On est très heureux de suivre ce qui se passe. Car au Bénin, on a décidé de procéder à l'alternance démocratique. En faisant quoi? Mais le président Patrice Talon, sur lequel il y avait des soupçons qui pesaient sur lui, comme quoi il voulait rester au pouvoir, malgré le fait qu'il a annoncé à plusieurs reprises qu'il entendait respecter la Constitution et qu'il n'était pas question pour lui de briguer un troisième mandat, mais il a franchi le Rubicon parce que la majorité au pouvoir au Bénin s'est retrouvée sous la responsabilité du président Talon. Et cette majorité a désigné le candidat de la majorité au pouvoir à l'élection présidentielle au Bénin qui aura lieu en avril 2026. Parce que le président Talon est arrivé au pouvoir en 2016, il a été réélu pour un second mandat et son dernier et second mandat, conformément à la constitution de ce pays, se termine en 2026. Donc vous avez la preuve et c'est le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances
et de la coopération qui a été désigné pour être le candidat de la majorité au pouvoir. C'est vraiment avec beaucoup d'admiration que je l'ai dit. Et quand je l'ai dit, je pense déjà, en ce qui concerne le Bénin, à la jurisprudence du président Boni Yayi, qui aussi à son temps avait dit que vous ne verrez plus le nom Boni Yayi sur un quelconque bulletin et qu'il ne ferait que 2 mandats. D'ailleurs, il ne pouvait pas en être autrement, puisque dans son cas, la Cour constitutionnelle du Bénin avait donné un avis que la Constitution du Bénin ne pouvait pas être révisée en ce qui concernait la limitation des mandats. L'autre cas également, que nous aimons évoquer quand on parle de cette situation, c'est le cas du Niger avec l'ancien président Mahamadou Issoufou, qui avait déclaré clairement, parce qu'il subissait la pression de ses proches, de ses militants, etc., comme quoi il fallait briguer un 3e mandat. Et il avait réagi en disant, je suis un démocrate dans l'âme et je n'ai pas l'arrogance de penser que je suis un homme providentiel et remplaçable. Parlons politique, il y a une échéance électorale proche. Il n'y a pas au Niger, on le sait maintenant, la tentation du 3e mandat, pas ici en tout cas. Quel est votre bilan? Depuis 10 ans, j'ai essayé d'assurer la sécurité des Nigériens, c'est ce que j'ai promis. J'ai essayé de renforcer les institutions démocratiques. C'est également un des axes du programme de Renaissance. La preuve, vous venez de le dire, je ne me présente pas à un 3e mandat parce que j'estime que ça fait partie des promesses que j'ai faites au peuple nigérien. Très rapidement, les élections seront transparentes? Les élections au Niger seront libres et transparentes parce que ça fait partie des promesses que j'ai faites au peuple nigérien d'avoir des institutions démocratiques fortes. Je vous confirme que je ne vais pas briguer un 3e mandat. Je sais qu'il y a d'autres pays africains où il y a des 3e mandats, mais j'ai toujours dit que chaque pays est un cas particulier. Chaque pays a ses particularités. Ceci étant dit, donc, si je n'apprécie pas ces cas particuliers, mais je peux donner une appréciation sur la tendance générale en Afrique. La tendance générale en Afrique est à la limitation des mandats, parce que les peuples veulent la limitation des mandats, parce que les peuples veulent la respiration démocratique. Et la respiration démocratique, c'est non seulement des élections transparentes, mais c'est aussi l'alternance. Et pour que cela soit possible, il faut des institutions démocratiques fortes qui permettront, qui peuvent fonctionner, quel que soit celui que le peuple aura choisi pour les diriger. Au Congo, une coalition d'opposition annonce l'arrestation de 6 de ses cadres. La nouvelle intervient alors que de nouveaux affrontements ont opposé ce matin des groupes de jeunes aux forces de l'ordre à Brazzaville. La police est intervenue à coups de gaz lacrymogène. Ces tensions interviennent au lendemain de heurts meurtriers dans la capitale congolaise. Dernier bilan officiel, 4 morts au moins et une dizaine de blessés. La population manifeste contre le référendum de dimanche. Le scrutin devrait permettre au président Denis Sassou Nguesso de changer la constitution et de briller un 3e mandat. François Hollande lui a adressé quelques mots tout à l'heure. Il a appelé le président congolais à rassembler, respecter et apaiser. Au Congo, on devrait tirer des leçons de ça. Parce qu'il faut vous rappeler que dans la Constitution de 1992, il était clairement dit que le mandat du président de la République est de 5 ans. Et le président est rééligible une seule fois. Donc, il faut que nous revenions à ce problème fondamental pour l'alternance démocratique et la limitation des mandats. Et je crois que l'exemple du Bénin doit aider à réfléchir et doit amener à ce que l'on reconsidère la position du Congo. Et je crois que le Congo devra revenir très, très rapidement à la limitation des mandats pour qu'on essaye d'avancer. Maintenant, le 5e problème que nous allons avancer en ce qui concerne notre mission, c'est le problème de la paix et de l'insécurité dans notre pays. Pourquoi nous l'évoquons? Parce que le 13 août dernier, le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a adressé des correspondances aux préfets des départements pour leur donner l'autorisation d'organiser des campagnes de prière pour impliquer les communautés religieuses dans la dynamique
de la paix et du vivre ensemble à l'approche de l'élection présidentielle de 2026. Et nous pensons et nous savons que c'est ce qui a été fait. Mais beaucoup de Congolais se sont posé la question. Pourquoi cette mesure a été prise au Congo, qui selon la Constitution est un État laïque? Est-ce que la paix pose réellement des problèmes? Quels sont les problèmes posés par cette paix? Mais les interrogations se sont davantage amplifiées lorsqu'ils ont suivi le message du chef de l'État à la nation le 14 août, lorsque celui-ci a annoncé clairement que la paix était dangereusement menacée. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Qu'est-ce qui se passe au niveau des problèmes? Mais aujourd'hui, nous allons essayer de nous appesantir sur ce problème pour une raison simple. Des vidéos circulent sur les réseaux sociaux, faisant état de la paix, d'un manque de paix et d'une insécurité croissante au niveau du district de Kélé. À environ 730 km de Brazzaville, capitale politique du Congo, en pleine cuvette ouest, se dresse la communauté urbaine de Kélé et ses environs, où plus de 16 000 habitants vivent. Ce district et ses alentours restent des endroits très reculés où il n'y a ni route bitumée, ni eau courante, ni électricité. Kélé a tout de même bénéficié à la faveur de la municipalisation accélérée de certains bâtiments administratifs, d'une centrale électrique non fonctionnelle et d'un château d'eau inachevé. Quant à l'ancien aérodrome, la nature a repris ses droits. Un paradoxe lorsque l'on connaît les richesses importantes se trouvant dans son sous-sol et dans sa forêt. Jadis, les habitants de cette zone exploitaient en faible quantité l'or des terres proches de leur village afin de subvenir à leurs besoins, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Nous ne sommes pas des travailleurs. Nous, on avait l'idée que nous, on a notre matière qui est là. Bon, à chaque fois qu'on va travailler, on peut avoir un petit gramme on va peser pour acheter les enfants de quoi il s'agit. Maintenant, aujourd'hui, tout a été vendu. Comment nous parlons? Ils ont ce qu'on appelle la société et les propriétaires fonciers, ils sont en complicité. C'est-à-dire que celui qui a une partie de terre de la forêt avec ses rivets qui a quelques grammes et quelques d'or. Maintenant, il passe chez Agile pour dire que moi j'ai mon reçu là-bas, il faut me donner de l'argent. On vous délose. C'est-à-dire quand vous êtes là, les Chinois viennent, même au moment où nous parlons, ils viennent. Ici, vous avez même creusé, même détruit, ils viennent. Parce qu'ils travaillent nuit et jour. Vous finissez à 16h ou 17h, vous revenez au village, ils sont là chroniquement de 6h à 6h, et quand ils viennent la nuit, ils cassent tout. À 34 km entre les villages de Lebaï et d'Akamou, un premier constat s'impose à nous. Les entreprises minières et forestières provoquent une importante déforestation. C'est un véritable boulevard d'arbres arrachés sauvagement et de terres retournées que nous découvrons en plein milieu de cette zone. C'est l'un des 5 sites exploités par ces sociétés chinoises et malaisiennes laissés à l'abandon. Un peu plus loin, les habitants du village de Toanzoko nous parlent aussi de la destruction de leur environnement qui serait la cause d'un envahissement sans précédent de moustiques. Les Chinois sont peut-être à combien de millimètres d'ici là. Si on aura des morts ici, qui supportera des morts là? Nous vivons mal. Nous vivons mal. Bon, ici là, on ne pratique pas des moustiquaires. Mais si vous dormez ici là, aujourd'hui là, vous ne pouvez pas dormir. Ça crée des maladies, ça crée des moustiques partout, tout ça là. On peut essayer. En effet, ce second site se trouve à environ 3 km en passant par la forêt. Dès lors que nous atteignons ce site, le spectacle qui s'offre à nous est digne d'un film d'horreur. Je ne sais pas si au Congo il y a les défenseurs de la nature. Parce que ce qu'ils sont en train de faire ici, d'abord nous on n'a pas d'école. Voici un village comme ça là. Nous on n'a pas d'école, nous on n'a pas l'hôpital, nous on n'a pas l'eau. Voici l'eau là. Ça tourne le village. Les enfants se lavent. Les enfants traînent tout le long de cette rivière-là. Ils respectent vraiment la nature. On en a marre de tout ça là. Déjà, en avril 2018, l'Observatoire congolais des droits de l'homme, OCDH en sigle, tirait la sonnette d'alarme dans un rapport dans lequel il signalait ces cas d'exploitation. Ici, dans le district de Kélé, le mot propriétaire foncier n'existe pas. Les propriétaires Kélé sont maltraités. Alors, ils travaillent ici, le bois on amène ici. Regarde,
l'état de la route. Et l'autre côté, la population les autres bénéficiaient. Lorsqu'on avait signé la convention à Kéléla, cette convention on avait signé là, on avait dit que les Chinois vont donner, ils vont faire la lumière à Kélé, ils vont faire comme ça. La route. Et rien n'est fait. Il n'y a pas d'hôpital. Rien n'est fait. Cahier de charge, rien n'est fait. Donc ils n'ont qu'à arrêter par là. Ceci est ce que l'on qualifierait encore d'antivaleurs dénoncées par le président de la République. En somme, le secteur gagnerait à être organisé afin de développer le district de Kélé, qui n'est qu'un exemple car toute la cuvette ouest est concernée par ce drame. Cela permettrait la réalisation de certaines infrastructures, par exemple la construction de forages, d'hôpitaux, de pistes rurales, d'écoles et de ponts. D'ailleurs, l'unique pont qui mène vers certains villages du district, situés sur le cours de la Lekwana, menace de s'écrouler, car le tonnage des véhicules transportant du bois et du carburant n'est pas respecté. Conformément aux différentes conventions qui stipulent que tous les sites doivent être réhabilités après exploitation, 5 sites restent opérationnels et créent des dégâts. Les autres sont abandonnés en l'état. Les autres villages, comme celui d'Oyabi, craignent l'arrivée de ces sociétés car elles seraient déjà en prospection dans leur forêt. Ils craignent la pollution de leur unique cours d'eau. Et ces vidéos font état de ce que c'est pratiquement des problèmes entre des membres de la majorité présidentielle, parfois députés, parfois conseillers, qui sont à la base de la perturbation de la paix dans des districts comme celui de Kélé. Et on se pose des questions. Parce que les populations à Kélé, elles sont comme désespérées. Elles appellent au secours. Elles ne savent pratiquement plus quoi faire. Et on se pose la question, si les gouvernants ont posé ce problème, quelle est la réalité de ce problème de paix? Tout en sachant et en relevant que les élections en Afrique, surtout en Afrique au sud du Sahara, ont souvent été à la base des conflits qui ont entraîné des situations extrêmement dramatiques. Et le Congo était un des pays qui a connu ces violences qui ne devraient plus exister. Et je crois qu'il est bon que l'on en parle et que les gouvernants en prennent véritablement conscience. Le point suivant et le dernier que nous allons utiliser, aborder au niveau de ces informations, c'est des voix qui s'élèvent après qu'on ait lancé le 1er septembre l'opération révision des listes électorales. Il y a des voix qui s'élèvent parlant de l'insouciance du gouvernement, qui pratiquement ne respecte pas et ne prend pas en compte les recommandations des concertations passées, surtout de la concertation de Rwando, qui a eu lieu en 2022 sur un certain nombre de problèmes. Et on se pose des questions. Qu'est-ce qui se passe exactement? Qu'est-ce qui se passe exactement? Et la question est fondée pourquoi? Mais parce que en mars 2024, je crois que c'est précisément le 12, le ministre de l'Intérieur a invité les responsables des groupements politiques à une réunion, au cours de laquelle il a fait état d'un certain nombre de problèmes. Le premier problème, c'était l'introduction de la biométrie dans le cadre de l'élection qui arrive. Le deuxième problème, c'était le problème de la refonte de la loi électorale. Et il avait même demandé aux différents groupements politiques que des propositions, des amendements soient préparés et lui soient soumis parce que, visiblement, on allait à une concertation nationale. Encore que c'est un problème qui pose débat, les concertations nationales, les politiques plutôt qui ont eu lieu dans les pays, n'ayant pas toujours obtenu de bases juridiques. Et aujourd'hui, on découvre encore dans les réseaux sociaux que le ministre de l'Intérieur a invité le 27 août dernier une réunion, appelant toujours les responsables des groupements politiques, une réunion pour parler des aspects liés à la révision des listes électorales, à la mise en place des commissions administratives. Et on se pose des questions. Et nous allons revenir dans ce que nous allons aborder après. Pourquoi? Mais parce que cette question de révision des listes électorales, cette question de maîtrise du corps électoral, cette question de fiabilité des listes électorales a toujours été au centre des grands problèmes qui opposent les acteurs politiques. Nous allons y venir tout à l'heure pour ce qui s'était passé à Madimou.
Et je crois que le ministre de l'Intérieur le sait, que cette méthode ne permet pas d'aller véritablement vers la maîtrise du corps électoral et d'avoir véritablement la fiabilité des listes électorales. Que veut-on? Pourquoi ne veut-on pas évoluer? Bref, nous attirons l'attention là-dessus et nous disons au ministre de l'Intérieur, Monsieur le ministre, vous avez sorti un arrêté, l'arrêté 1726/MID/CAB du 30 juin 2025, où vous avez publié une liste des partis soi-disant reconnus. Mais les voix se sont élevées et vous avez été saisi par écrit pour vous dire que la quasi-totalité de ces partis n'était pas en conformité avec la loi. Et le faisant, vous avez ouvert la boîte à Pandore pour les débats sur la conformité à la loi. Parce que c'est un problème réel dans notre pays. Un problème qui a même des incidences sur les problèmes de la paix que nous venons d'évoquer. Alors on vous pose la question. Lorsque nous avons eu l'occasion de rencontrer le préfet directeur général de l'administration du territoire, le 12 juillet, toujours sur cette question de reconnaissance ou de conformité à la loi, nous lui avons posé une question simple en lui disant le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi. Le président de la République n'est pas en conformité avec la loi. Que faisons-nous? Est-ce que vous pouvez expliquer aux Congolais que chaque fois que vous rencontrez les responsables des groupements politiques, vous n'abordez pas ces problèmes qui sont les problèmes réels de la recherche de la bonne gouvernance électorale dans notre pays? Pourquoi vous les évitez? Et aujourd'hui, vous pouvez expliquer aux Congolais pourquoi en mars 2024, vous avez parlé de biométrie et pourquoi maintenant, depuis juin, juillet, août et septembre, vous parlez de révision des listes électorales. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et vous avez pris cette décision. Dans quel cadre? Parce que si nos souvenirs sont exacts, ce genre de décisions ont souvent été prises lors des concertations, pour lesquelles d'ailleurs nous allons revenir tout à l'heure. La plupart des recommandations n'ont jamais été appliquées, parce qu'en fait, vous n'avez jamais voulu les appliquer. Donc, en fait, vous n'avez jamais voulu qu'on évolue dans le cadre de la transparence de la gouvernance électorale, etc. Donc, nous nous posons la question. C'est pourquoi nous sommes également préoccupés par, tout comme les voix qui s'élèvent, pour vous poser la question, qu'est-ce qui se passe exactement? Qu'est-ce qui se passe exactement? Mais enfin, vous avez toutes ces questions. Les Congolais s'en rendent compte et je crois que c'est véritablement un problème. Après avoir donné cette dernière information, nous allons passer à la thématique d'aujourd'hui. Vous savez que nous sommes pratiquement à 6 mois de la tenue de l'élection présidentielle de 2026. Et aujourd'hui, la question qui taraude les esprits des Congolais, c'est celle de savoir si réellement les conditions permissibles pour la tenue d'une élection libre, transparente, démocratique, crédible et apaisée sont réunies pour l'élection de 2026. Et je crois, d'ailleurs, les Congolais constatent qu'il y a une particularité. Pour les autres élections, avant l'élection, il y avait souvent une concertation, mais qui n'avait pas de base juridique. Cette fois-ci, qu'est-ce qui va se passer? Et c'est pour ça que nous nous posons la question. Et dans ce cadre, nous avons choisi de rappeler et de porter à la connaissance des téléspectateurs et des Congolais en particulier que depuis 2009, il s'organise au Congo ce que l'on appelle des concertations politiques à l'approche de chaque élection, soi-disant pour améliorer la gouvernance électorale. Mais dans la fait, je ne pense pas me tromper en disant qu'en réalité, cette gouvernance électorale n'a jamais été améliorée. C'est ainsi qu'il y a eu en 2009 concertation à Brazzaville, en 2011 concertation à Ivo, en 2013 concertation à Doulis, en 2015 ici concertation à Sibiti, en 2017 concertation à Wessou, en 2020 concertation à Matigou. La cérémonie d'ouverture a été placée sous le patronage de M. Firmin Aïssa, vice-premier ministre chargé de la fonction publique, de la réforme de l'État, du travail et de la sécurité sociale, représentant le Premier ministre chef du gouvernement. 4 allocutions ont été prononcées à cette occasion.
le mot de bienvenue de Madame la Présidente du Conseil municipal, maire de la ville de Madimou, le mot du Président du Conseil départemental des sages et notabilités de la Bouenza, la locution de circonstance du préfet du département de la Bouenza, le discours d'ouverture du vice-premier ministre chargé de la fonction publique, de la réforme de l'État, du travail et de la sécurité sociale. Dans son mot de bienvenue, Madame le maire de la ville de Madimou a, au nom de sa population, traduit à l'endroit du gouvernement sa gratitude pour le choix de sa commune à abriter un événement d'une telle portée politique. Après avoir peint sa vie, métamorphosée grâce à la municipalisation accélérée de 2016, et présenter ses richesses et ses vertus, le maire de Madimou a souhaité que les présentes assises cultivent l'intelligence d'une jeune démocratie qui rassemble en vue d'un Congo uni, solidaire et prospère. Le président du conseil départemental des sages et notabilités de la Bouenza, prenant la parole à son tour, a salué la présence de tous les participants à la concertation politique de Madimou. Il a exprimé ensuite sa gratitude à son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, pour le choix porté sur le département de la Bouenza afin d'abriter les présentes assises, rappelant au passage les multiples visites effectuées par le chef d'État et son épouse, visites assorties de nombreuses réalisations. Après avoir imploré la bénédiction et la protection des ancêtres, il a conclu son propos en souhaitant plein succès aux travaux de la concertation politique de Madimou 2020. Le préfet du département de la Bouenza, lui aussi, au nom de toute la population, souhaite la bienvenue ainsi qu'un excellent séjour de travail dans son département. Il a émis le vœu que les participants préservent dans leur discussion le discernement et la tolérance et qui travaillent à consolider la concorde nationale, l'harmonie sociale et la paix. Et en 2022, concertation à Ouagadougou. Quels sont les résultats de ces concertations? Quels sont les résultats de ces concertations? Parce que beaucoup de Congolais n'hésitent pas à dire qu'en fait, au Congo, la seule élection libre, transparente, démocratique et crédible et apaisée, c'est celle qui a été organisée en 1992 et qui a permis l'élection du professeur Pascal Lissouba comme président de la République. Et les mêmes analystes et observateurs n'hésitent pas à dire qu'en réalité, depuis 2002, aucune élection libre, démocratique, transparente, crédible et apaisée n'a été organisée dans ce pays. Pourquoi? Pourquoi? Dans tous les cas, les gouvernements le savent. Il suffit de se référer à l'indice de démocratie de notre pays, qui est de 2,79 sur 10. C'est fait. Au Tchad, Idriss Déby a été officiellement réélu président. La Cour constitutionnelle a validé mardi 3 mai les résultats définitifs. 5e mandat, 26 ans de règne. Il a obtenu 59,9% des voix. C'est presque aussi bien que le président du Congo, qui lui aussi a été réélu en mars dernier avec 60% des suffrages, mais moins bien que son homologue de la Guinée équatoriale, au pouvoir depuis 1979, qui a été lui réélu avec 93,7% des suffrages. Sidi Kaba, dites-nous, s'accroche-t-on plus au pouvoir en Afrique centrale qu'en Afrique de l'Ouest? Il y a manifestement une tradition de longévité au pouvoir en Afrique centrale parce que le président Teodoro Obiang-Nguema a fait 37 années au pouvoir, le président Sassou cumule plus de 31 ans au pouvoir, le président Déby cumule plus de 26 ans au pouvoir. Quand vous additionnez ces trois présidents à eux seuls, on arrive à environ un siècle, 14 années, on arrive à environ un siècle de longévité au pouvoir. Et si vous ajoutez le président d'Angola, Dos Santos, si vous ajoutez le président Paul Biya, vous arrivez pour cette partie de l'Afrique avec 5 présidents à 164 années de pouvoir. Donc, vous voyez, il y a manifestement une tradition de longévité, une volonté de s'accrocher au pouvoir
que l'on ne retrouve pas en Afrique de l'Ouest, où, à la faveur de la démocratisation de 90, on a connu des alternances au Mali, au Niger, au Ghana, etc. Donc, il y a des difficultés d'alternance au pouvoir en Afrique centrale, plus qu'en Afrique de l'Ouest, et même plus que dans d'autres parties du continent africain. Et comment est-ce que cela s'explique-t-il? Ça s'explique à la fois par des facteurs internes, parce que ces chefs d'État ont essayé d'affaiblir toutes les institutions qui auraient pu servir de contre-pouvoir, que ce soit la justice, que ce soit l'armée, ou même les institutions de la société civile. Les syndicats sont faibles, les associations, et ça a été fait volontairement. Quand vous prenez un pays comme la Guinée équatoriale, il n'y a pas d'espace de liberté, il n'y a pas d'espace associatif qui aurait pu permettre à ces organisations de jouer le rôle de contre-pouvoir. C'est à peu près la même chose au Congo-Brazzaville et au Tchad. Donc, du coup, ces facteurs internes ajoutés aux facteurs externes, parce que, comme par hasard, ces pays sont des pays producteurs de pétrole. La plupart des pays d'Afrique centrale sont des pays producteurs du pétrole, et cela fait que les partenaires de ces pays ne haussent pas le ton de la même façon qu'en Afrique de l'Ouest, où les pays sont relativement pauvres, parce que ces pays aujourd'hui, compte tenu de l'évolution du continent africain, font souvent du chantage en disant aux partenaires occidentaux: si vous faites de la démocratisation ou du respect des droits de l'homme une condition de notre partenariat, nous on va faire appel à la Chine, on va faire appel au Brésil. Donc c'est ça qui fait que ce président-là se trouve aujourd'hui dans la position d'une culture de présidence à vie, puisque les verrous constitutionnels ont été sautés, que ce soit au Cameroun, que ce soit au Tchad, que ce soit en Guinée équatoriale. Les verrous constitutionnels ayant été sautés, ces présidents peuvent s'éterniser au pouvoir. Mais pourquoi persiste-t-il quand même à organiser des élections qui coûtent cher, hein, alors qu'ils savent qu'ils ont quand même de grandes chances d'être réélus? Tout à fait. Et la question est d'autant plus pertinente que ce sont des sommes importantes qui sont engagées pour l'organisation des élections. 25 milliards pour certains pays, 30 milliards et même 40 milliards de francs CFA pour certains pays. Vous voyez, c'est des sommes énormes qui sont engagées pour finalement arriver à des mascarades électorales ou à des hold-up dont l'utilité est aujourd'hui discutable. Cet argent aurait pu servir dans des secteurs plus rentables, que ce soit la santé, que ce soit l'éducation, que ce soit les routes. Mais les présidents choisissent ça, je pense, pour dans le cadre de la communication extérieure, dire qu'ils ont organisé des élections. Mais puisque finalement ces élections n'ont aucune utilité, autant faire des économies, autant qu'ils restent au pouvoir jusqu'à la fin de leur jour et que l'argent soit épargné pour être plus utile dans d'autres secteurs. Il y a aussi la question de l'opposition. On entend beaucoup que l'opposition n'est pas à la hauteur aussi pour proposer une alternative à ces présidents-là. Il y a la faiblesse des oppositions dans ces pays-là. Souvent, les opposants sont des transfuges du parti au pouvoir. Ce sont d'anciens ministres, ce sont d'anciens hauts cadres qui ont exercé avec le président qu'ils prétendent combattre. Du coup, il y a une défiance de la population en disant que c'est peut-être tous les mêmes. Plutôt que de prendre la copie, il vaut mieux aller vers l'original. Donc, il y a cette dimension. Et il y a aussi l'absence de stratégie des opposants. Les opposants, souvent, n'ont pas de stratégie. On a vu l'opposition promettre qu'il n'y ait pas de référendum au Congo. Le référendum a finalement eu lieu. On a vu l'opposition accepter finalement d'aller aux élections alors qu'elle avait posé comme condition pour aller aux élections la question de la gouvernance électorale qui n'a pas été réglée. Donc, il y a des faiblesses de stratégie. Et il y a l'élément le plus important de mon point de vue, c'est que ni les partis politiques au pouvoir, ni les partis politiques d'opposition n'ont fait le travail d'éducation politique qui aurait pu amener aux gens, les électeurs à choisir, non pas en fonction de l'ethnie, de la région, mais du programme. Aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où les gens votent plutôt pour celui de leur village, pour celui de leur ethnie, que pour celui qui a un programme politique, qui a une vision politique. Et ça, c'est une faiblesse, je crois, de démocratie, à la fois en Afrique centrale et dans le reste du continent. Et qui classe notre pays parmi les pays à régime autoritaire, c'est-à-dire une dictature. C'est quoi un dictateur? C'est un homme politique qui détient seul tous les pouvoirs dans son pays. Souvent, le dictateur a pris le pouvoir par la force, ou par des élections truquées, qu'il était sûr de gagner. Le dictateur est donc un dirigeant que le peuple n'a pas choisi librement. Sa présence à la tête d'un pays signifie qu'on est en dictature et pas en démocratie. Comment des dictateurs peuvent-ils encore détenir le pouvoir? Primo, par leur volonté de le garder. Comme Jules César, dans la Rome antique, le dictateur avait pour mission de régler une crise en 6 mois.
Quand Jules César fut nommé, il s'octroya un mandat de 10 ans, puis de dictateur à vie. Deuxièmement, par la peur qu'ils font régner. C'est très efficace, mais parfois, ça ne suffit pas à les protéger. Au printemps 2011, les manifestants tunisiens et égyptiens, au péril de leur vie, ont réussi à chasser les dictateurs de leur pays. Ces histoires aident à voir ce qu'est un dictateur. Une personne qui chérit le pouvoir au point de le voler, puis de ne plus vouloir le céder. C'est pourquoi il n'y a pas de bons dictateurs. Même si certains dictateurs disent pourtant agir dans l'intérêt du peuple, selon des convictions religieuses ou politiques. En réalité, ils se servent d'idées extrémistes comme prétexte pour réduire les libertés, dont celle de les critiquer. Dans le film Le Dictateur, Chaplin décrit les comportements ridicules des dictateurs Hitler et Mussolini. Il dit la nécessité de s'en moquer pour les dénoncer et le bonheur de vivre dans une démocratie. Et on devrait accorder beaucoup d'attention à ça. Parce que la question immédiate qui vient, est-ce qu'il est possible d'organiser une élection libre, transparente, démocratique, crédible et apaisée dans une dictature? La réponse dans beaucoup de cas est non. Et quand je dis que ces concertations ont été organisées sans base juridique, mais je me pose la question, parce qu'on a changé en 2015 la Constitution pour faire évoluer les institutions. Mais qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Dans la nouvelle Constitution, celle d'octobre 2015, les articles 227 et 228 instituent le Conseil national de dialogue, précisé comme étant un organe de concertation, un organe d'apaisement, un organe de recherche, de consensus entre les forces vives de la nation sur les problèmes politiques d'intérêt national. La gouvernance n'est-elle pas un problème politique d'intérêt national? Pourquoi depuis 2015, non seulement le Conseil national de dialogue n'a jamais été formellement mis en place, mais en plus il n'a jamais été réuni, tout en sachant que nous avons des problèmes qui nous intéressent, qui devraient permettre à l'ensemble des Congolais de donner leur point de vue. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Qu'est-ce qui se passe en réalité? Il y a véritablement un problème. Et c'est pour ça que même lorsqu'on évoque les problèmes de paix, de violence, etc., mais c'est au cours d'une des réunions de cette institution que ces problèmes-là devraient être abordés pour que l'ensemble des Congolais prennent les dispositions et que nous continuions le chemin et que nous avançons. Donc voilà un peu le tableau qui est posé. Maintenant, nous avons choisi, avant d'avancer dans ce problème de gouvernance électorale, de transparence, etc., dans le cadre de l'élection présidentielle qui pointe à l'horizon, nous avons pensé, après avoir évoqué cet aspect général, évoquer un autre aspect. Et c'est celui d'examiner, pas toutes les recommandations, parce qu'il y en a, dit-on, qui ont été appliquées, comme celle du bulletin unique, tout ça. Mais il y a beaucoup de recommandations extrêmement importantes qui n'ont jamais été appliquées. Et ceci depuis 2009. Et on se pose la question, pourquoi? Alors qu'à chaque fois, on en est revenu. Nous autres, on a toujours considéré ces concertations comme des mascarades. Mais chaque fois qu'on est revenu, on a vanté le fait qu'on voulait avancer, on voulait progresser dans la démocratie, etc. Mais in fine, on a toujours des problèmes. Mais regardez déjà les problèmes que nous avons connus. C'est vrai sous le président Lissouba, qui ont donné lieu à la guerre du 5 juin 1997, à quelques jours pratiquement de la tenue constitutionnelle de l'élection présidentielle. Mais regardez les problèmes que nous avons connus en 2015, en 2016. Et je vous rappelle qu'en 2016, mais cela a abouti d'abord en 2015, ça a donné lieu à beaucoup de victimes, beaucoup de dégâts, beaucoup de cas extrêmement graves. En 2016, ça a donné lieu à l'arrestation de Jean-Marie Michel Nkoko, André Okombi Salissa, pour lesquels nous nous battons pour réclamer toujours leur libération. Ça a donné lieu à ce que l'on a appelé les attaques dans la partie sud de Brazzaville, qui se sont prolongées sur ce que l'on a appelé la guerre du Poul, dont le bilan est extrêmement lourd et est connu de tout le monde.
Alors, c'est pour ça que lorsqu'on parle de ces questions, il ne faut pas qu'on ait l'esprit de ruse, l'esprit de malice. Il faut parler de paix ouvertement, de façon claire, de façon franche, et que les dispositions soient prises pour que les problèmes soient véritablement réglés. Je vais essayer de me reporter aux notes pour que je n'oublie pas et que je garde l'agencement que j'ai essayé d'avoir pour évoquer ces aspects. Si je prends la concertation des groupes à Brazzaville en 2009, une recommandation y a été faite. C'était l'égal accès de toutes les sensibilités politiques aux médias d'État. Et ça me revient à l'esprit parce que le 14 août dernier, j'ai suivi le procureur de la République près la Cour suprême lors de la prestation des serments des membres du Conseil supérieur de la liberté de communication. Et dans ce qu'il a dit, il a attiré leur attention en leur rappelant que dans la mission qui était les leurs, il fallait agir pour garantir aux citoyens la liberté d'information et de communication, qu'il fallait veiller à l'accès équitable des partis et groupements politiques, des syndicats, associations et autres. Les gouvernants actuels peuvent dire pourquoi jusqu'à présent, cela n'est pas réglé. Pourquoi toutes les sensibilités politiques n'ont pas accès aux médias d'État? Pourquoi il y a la caporalisation et on y a développé le culte de la personnalité, alors que tout le monde sait, et nous ne cessons de le dire, le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi. Mais les médias publics sont pratiquement devenus la propriété du Parti congolais du travail. Mais ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Nous voulons de la paix et nous voulons ne pas respecter les lois et les règlements de la République. Qu'est-ce qui se passe? Et je tiens à rappeler que ces médias publics sont le fruit des contributions des Congolais. Donc, on ne peut pas venir s'arroger le droit de priver d'autres Congolais. Surtout que ça prive l'information et il n'est pas bon qu'il y ait la rétention de l'information. C'est ce que nous voulons attirer comme attention pour ce qui est de 2009. Si nous passons à 2011, à Evo, mais à Evo, il y a je crois qu'il y a 2 ou 3 recommandations qui ont retenu notre attention. La première recommandation, c'est l'inscription par le gouvernement dans un timing précis des opérations préélectorales et électorales afin d'éviter la précipitation. Mais c'est clair, ça veut dire que bien plusieurs mois avant l'élection de 2026, nous aurions dû avoir ce timing. Il est où? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. On est dans l'improvisation. Et les Congolais doivent savoir, on se lance dans la révision des listes électorales, tout en sachant que cette méthode ne permet pas d'obtenir la maîtrise du corps électoral. C'est-à-dire qu'elle ne permet pas d'avoir la fiabilité des listes électorales. Que veut-on exactement? Que veulent les gouvernants? On ne peut pas à la fois vouloir de la paix et ne pas respecter un certain nombre de dispositions. Comment ils peuvent justifier ça? Et c'est depuis 2011, c'est-à-dire qu'il y a 14 ans. Il y a 14 ans. Alors, est-ce un problème d'incompétence? Est-ce qu'un problème de manque de volonté? Est-ce qu'un problème de volonté de blocage? Est-ce qu'un problème de rechercher les petites bêtes pour dire après que c'est l'opposition radicale? C'est clair là. Je rappelle aux Congolais que ça fait 14 ans. Et depuis 14 ans. Mais si vous n'avez pas les compétences, vous auriez pu en rechercher. Parce qu'ailleurs, on aurait pu en trouver. La deuxième recommandation par rapport à la concertation des groupes, c'est la diligence de la procédure d'adoption et de promulgation de la loi sur le financement des campagnes électorales. On en parle depuis. En fait, quand on voit ce qui se passe pendant les campagnes, le scandale avec les achats de conscience, les distributions des t-shirts, etc., on a voulu aller vers un système qui permette le plafonnement des dépenses des campagnes électorales. Et nous allons y revenir parce qu'on va faire le cheminement. Mais figurez-vous que ça a été évoqué à Evo en 2011. Jusqu'à aujourd'hui, ce texte qu'il fallait prendre n'a toujours pas été pris.
texte d'application, promulgation d'un texte. Comment les gouvernants actuels, comment le ministre de l'Intérieur peut l'expliquer? Et quand il lance l'opération des révisions, parce qu'il considère que c'est ça qui est prioritaire, mais le problème du plafonnement des dépenses de campagne, où est-ce qu'on en est? Alors, c'est les deux que nous avons épinglés en ce qui concerne Evo. Nous allons passer à la concertation de Toulouse en 2013. Et en ce qui concerne la concertation de Toulouse, j'ai l'affiche sous mes yeux qui est sortie de cette concertation. C'est justement très important avec ce qui se passe à l'heure actuelle sur la révision des listes électorales. Pourquoi? Mais parce qu'à Dolisie, je vous dis, ce qui a été retenu à Dolisie, je n'y étais pas. Comme ça, il n'y a pas de supputation, il n'y a pas de soupçon que Mirassa a déformé. Non, 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 je n'y étais pas. Mais quand on prend le point sur la méthodologie de détermination du corps électoral, je vais vous lire exactement ce qui est dans cette fiche adoptée à Dolisie, qui disait ceci. La méthodologie proposée par l'administration, consistant à déterminer le corps électoral au moyen d'une révision des listes électorales, n'est pas de nature à permettre une bonne mise à jour du fichier électoral. Et on continue. L'organisation des élections apaisées, libres et transparentes, ainsi que la préservation de la paix sociale, dépendent d'une bonne maîtrise du corps électoral. Je reprends. L'organisation des élections apaisées, libres et transparentes, ainsi que la préservation de la paix, dépendent d'une bonne maîtrise du corps électoral. Et enfin, on a terminé sur ce créneau en disant, lors de la concertation des Vaux en 2011, il avait été convenu d'organiser les élections législatives sur la base des listes électorales révisées, compte tenu des délais impartis. Les scrutins à venir devant faire l'objet d'un recensement administratif. Ce n'est pas Mirassa qui le dit. Les scrutins à venir devraient faire l'objet d'un recensement administratif. Et quand nous prenons le décret qui donne les attributions du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, l'organisation d'un recensement administratif est une des attributions qui doit être examinée chaque année. Pourquoi il n'a pas été exécuté? Et pourquoi à l'approche de l'élection présidentielle, on n'a pas pris toutes ces dispositions pour essayer d'en garantir la transparence et les autres aspects? Il y a véritablement un problème. Il y a véritablement un problème. Le deuxième problème qui a été évoqué à Dolisie, qui apparaît sous plusieurs appellations, plusieurs formulations. Mais moi, j'ai retenu la formulation suivante parce qu'elle date du temps où le président Lissouba était au pouvoir. C'est la mise en place d'une commission nationale électorale véritablement indépendante. Parce que les gouvernants le savent. Cette commission qui est là actuellement n'est pas indépendante. Et s'ils veulent discuter, mais je les renvoie au mémorandum que nous avons signé avec le président Denis Sassou Nguesso en mars 1977 pour remettre au président Lissouba. Et dans ce mémorandum, nous avons défini les termes de ce que c'est qu'une commission nationale électorale véritablement indépendante. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? L'autre aspect qui a été évoqué à Dolisie, c'était de déclarer qu'il fallait la délivrance des récépissés à tous les partis en règle. Nous reviendrons sur ça. Parce qu'aujourd'hui, des récépissés ont été délivrés à des partis qui ne sont pas en conformité avec la loi. Et il y a des partis qui ont des récépissés depuis la conférence nationale qui ne sont pas reconnus. Quelle est cette injustice? Alors cette démarche pour la conservation du pouvoir, nous la suivons pas à pas. Et il y a un certain nombre de choses que nous ne pouvons plus tolérer. Et ça, c'est un cas. Parce que nous reviendrons souvent sur ce fait. Pourquoi?
Parce qu'en 2018, le ministère de l'Intérieur a sorti une liste, soi-disant, des partis reconnus par le ministère de l'Intérieur. En 2020, ils ont sorti le décret 13205 du 21 octobre 2020, publiant la liste des partis pour l'année 2020. Et en 2025, ils ont publié l'arrêté 1726, MID-4, publiant la liste des partis pour l'année 2025. Mais le constat qui a été fait, nous allons y revenir régulièrement. Mais c'est que la quasi-totalité des partis qui figurent sur ces textes ne sont pas en conformité avec la loi. Bonjour, bienvenue à Oyo, au Congo-Brazzaville, pour une interview exclusive avec le président de la République, Denis Sassou Nguesso. Monsieur le Président, merci de nous accueillir. C'est moi qui vous remercie. J'ai fait le déplacement jusqu'ici. Monsieur le Président, ça fait très longtemps que vous ne vous êtes pas exprimé. Cela fait 1 an, suite à votre réélection contestée par l'opposition, par la communauté internationale. On sait qu'avant ça, vous aviez organisé un référendum pour changer la Constitution. Ça vous a permis de vous représenter. Depuis, il y a une crise sécuritaire, notamment dans la région du Poul. Est-ce que vous pouvez nous dire si aujourd'hui, vous pensez que le Congo va sortir de cette crise post-électorale? Vous parlez de crise post-électorale. C'est le moment de dire qu'au Congo, il n'y a pas de crise post-électorale. Vous avez parlé du référendum, de l'élection présidentielle. Et toutes ces élections se sont déroulées dans le calme total, sans incident majeur. Pas dans la transparence, d'après beaucoup de gens, dans l'opposition, d'après les observateurs. C'est pour ça qu'il y a toute cette tension. Sans incident majeur. Et les règles de l'organisation de l'élection étaient telles que personne ne pouvait se plaindre puisqu'il a été donné à chaque candidat d'avoir un représentant dans chaque bureau électoral. Chaque candidat devait avoir un représentant dans chaque bureau électoral. Donc vous niez les accusations de fraude, de scrutin? Je n'ai pas besoin de les nier, je donne les faits. Depuis, Monsieur le Président, il y a quand même un gros problème sécuritaire dans la région du Poul. On parle de plusieurs dizaines de milliers de personnes qui sont déplacées. Personne ne peut vraiment s'y rendre à part les forces de sécurité. Les organisations des droits de l'homme craignent qu'il y a de nombreux abus des droits de l'homme de la part des forces de sécurité. D'un autre côté, on sait qu'il y a les forces du pasteur Ntoumi. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui quelle est la situation sécuritaire dans cette région si volatile? Bon, il faut d'abord dire qu'il n'y a pas de crise politique ni de crise post-électorale dans le Poul. Monsieur Binsamou, qui s'est rendu coupable d'exactions graves sur les populations civiles, à Brazzaville comme à l'intérieur du Poul, et qui a détruit quand même de nombreux édifices publics et privés, et qui s'est retranché dans une partie du Poul pour échapper à la justice, et qui a pris, je dois le dire, en otage des populations civiles dans le Poul pour en faire des boucliers humains. Alors, Binsamou et ses milices ne sont que des bandits qui sont recherchés par la justice. Merci d'être avec nous. Vous revenez du Congo-Brazzaville. Alors d'abord, cette première question, dans quelles conditions se sont passés vos reportages et pourquoi est-ce que finalement le Poul n'est pas accessible pour les journalistes ou encore pour les humanitaires? Alors c'est vrai que c'est très difficile d'arriver à savoir aujourd'hui concrètement ce qui se passe dans le Poul.
l'entièreté du département n'est pas bloquée, mais il y a des zones qui sont vraiment complètement recluses. Et donc moi et d'autres, j'ai travaillé essentiellement sur la base de témoignages. Il y a quelques ONG qui peuvent se rendre dans certaines localités, mais les principales localités. Mais ils vont pas dans les villages, donc ils vont pas ils vont pas au plus près de là où se situent les combats, et surtout ils n'accèdent pas dans certaines zones où les populations ne peuvent pas sortir et sont véritablement prises en étau en fait, entre ce qui se passe de part et d'autre. Officiellement, il n'y a pas d'interdiction complète d'aller dans le pool. Même les autorités régulièrement disent à certains journalistes vous pouvez y venir. Les raisons qui sont invoquées sont des raisons de sécurité, et c'est ce que disent aussi les humanitaires, parce qu'en fait la situation est très floue sur le terrain et les autorités ne sont pas en mesure de garantir, disent-elles, la sécurité suffisamment pour emmener des humanitaires. Ça c'est pour les humanitaires et les journalistes, mais il y a quand même eu des demandes pour avoir des couloirs humanitaires qui n'ont pas été entendues pour le moment, et il y a aussi eu des demandes de la part d'organisations des droits de l'homme pour enquêter sur place, pour aller là-bas et voir quelle est la réalité des exactions que racontent les témoins qu'on peut interroger. Et là, clairement, il y a des demandes répétées qui sont formulées et il n'y a pas de réponse. Que vous ont dit d'ailleurs justement ces témoins sur la situation? Que vous rapportent-ils? Sur la situation humanitaire, alors il y a la grosse crainte actuellement, c'est le problème de la malnutrition. Ce que racontent les gens, c'est que ils arrivent pour certains à s'échapper de zones où, pour des raisons qu'on ne comprend pas très bien, les forces de sécurité les empêchent de sortir, les empêchent d'aller à leurs champs pour cultiver, parfois brûlent leurs maisons, contrôlent les allées et venues des véhicules pour savoir quelle provision sort, quelle provision rentre, ce qui fait dire à certains politiciens locaux d'opposition que ce qui se passe, c'est un véritable blocus en fait sur place. Et donc aujourd'hui, on sait que le risque d'avoir des populations entières avec des problèmes de malnutrition sévère est très très important. On ne sait pas combien de personnes sont concernées, c'est pour ça qu'on réclame ce couloir humanitaire. Voilà, mais il y a ces populations-là qui sont coincées et les deux camps s'accusent mutuellement de les prendre en étau. Les organisations humanitaires disent qu'il y a à peu près déjà 20 000 déplacés par rapport à ces combats qui ont lieu donc dans cette région du Pool. Est-ce qu'on en sait un peu plus justement sur ces combats, sur ce qui se passe? Alors, oui, 20 000 déplacés qui sont d'ailleurs abandonnés avec très très peu d'aide humanitaire, c'est aussi un problème. Ce qu'on sait, c'est que c'est une forme de guérilla qui se joue, mais c'est très flou. C'est très flou sur les forces en présence. On ne sait pas combien de partisans a le Pastor Ntoumi. Les gens qui combattent à ses côtés sont des gens qui sont censés avoir été désarmés pendant la précédente guerre, il y a 20 ans. On ne sait pas non plus très bien ce qui se passe du côté des autorités. On sait qu'il y a différents corps d'armée, on sait qu'il y a l'armée régulière, on sait qu'il y a la garde républicaine. Parfois, certains témoins racontent que les uns ont l'air d'agir un peu à contresens des autres. Donc on ne comprend pas très bien la stratégie, on ne comprend pas très bien l'enjeu de ce qui se déroule. Ce qu'on sait en revanche, c'est que les populations sur place sont véritablement prises en étau, fuient les villages par centaines, par milliers, racontent que leurs villages sont incendiés par les forces de sécurité. Et donc ça pose beaucoup de questions. On ne comprend pas finalement qu'est-ce qui se joue réellement sur le terrain. On sait seulement que les populations en sont victimes. On sait qu'il va y avoir des élections législatives au mois de juillet. Rapidement, est-ce que ces élections peuvent avoir lieu dans ces conditions ? Alors, il y a beaucoup d'ONG et aujourd'hui de partis d'opposition qui disent nous, on veut l'arrêt des combats en préalable à la participation. Clairement, ça ne sera pas possible de tenir les élections dans certains districts du Pool. Ce que disent les autorités, c'est dans ces cas-là, il y a une disposition qui prévoit que les députés en place seront reconduits. Et puis voilà, on ne va pas prendre le risque d'organiser des élections, mais on va admettre qu'elles ne peuvent pas se tenir. Merci beaucoup Florence Maurice d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à nos questions sur ce qui se passe en ce moment dans la région du Pool. Et après on vient parler de paix. Que cherche-t-on? Que veut-on dans ce pays? Alors c'est pour ça, à notre avis, et nous le redirons plus loin, la méthode choisie par le gouvernement selon laquelle les chiens aboient et la caravane passe, il faut mettre fin à ça. Parce qu'on ne peut pas à la fois parler de paix et choisir ce mode opératoire. Il est très dangereux pour la paix et ne peut plus être respecté. Et enfin, pour terminer sur Dolizé, mais nous venons à ce que nous venons d'évoquer, la diligence de la promulgation de la loi sur le financement des campagnes. C'est-à-dire ce problème d'un texte à prendre
pour le plafonnement des dépenses des campagnes électorales. On l'a évoqué à Evo, on l'évoque à Tunisie. Ça veut dire que déjà en l'espace de 2 ans, le texte n'a pas été pris. Mais si le texte n'a pas été pris, si vous n'avez pas les compétences, mais recherchez les compétences sur le plan international pour vous monter ces textes. Parce qu'il y a véritablement mauvaise volonté. Et on sait pourquoi. Parce que les campagnes électorales, vous dites que les Congolais, nous disons que les Congolais sont dans la misère, mais lors des campagnes électorales, il y a de l'argent qui sort partout pour pratiquement l'achat des consciences, pour distribuer, pour faire un certain nombre de choses. Dans les bureaux de vote, on découvre un certain nombre de choses. Mais il faut que ça s'arrête. Même la prise de cette loi dans ce pays est devenue véritablement un problème. Que veut-on réellement? Que veut-on réellement? Alors après, je passe, parce que j'ai souhaité passer de concertation en concertation pour que les téléspectateurs et les Congolais découvrent la mauvaise volonté des gouvernants pour mettre en application les recommandations qui ont soi-disant été adoptées de façon consensuelle. Et quand j'arrive à Sibiti, je rappelle aux téléspectateurs que l'intérêt de Sibiti pour les gouvernants, c'était le problème du changement de constitution en violation flagrante des dispositions de l'article 185 de la Constitution du 20 janvier 2002, qui avait verrouillé l'aspect de la limitation des mandats, pour lequel il ne pouvait pas avoir révision sur cet aspect. Bon, dit-on qu'on a changé de constitution pour faire évoluer. Mais en marge de ça, de cette concertation de Sibiti, on a évoqué les problèmes de gouvernance électorale. Et parmi les problèmes qui ont été évoqués, on est revenu sur ce problème qui a été évoqué en 2009, c'est-à-dire le problème de l'accès de toutes les sensibilités politiques dans les médias publics. Donc, ça n'a toujours pas été résolu. Évoqué en 2009, on le retrouve en 2015 sous une autre formulation. Mais c'est de ça qu'il s'agit, cette fois-ci à Sibiti. Donc, pendant 6 ans, on n'a pas pu prendre des dispositions pour garantir l'accès de toutes les sensibilités politiques dans les médias publics. C'est extrêmement grave. Et toujours à Sibiti, il est revenu encore. Ce problème que je viens d'évoquer, celui de l'adoption et la promulgation d'un texte relatif au plafonnement des dépenses des campagnes électorales. Donc, vous voyez, on évoque ce problème à Evo en 2011, on l'évoque à Dolisie en 2013, et en 2015 à Sibiti, on le réévoque. Et pourtant, on a des structures, ministère de l'Intérieur, on a le Parlement, on a des compétences, on a des juristes, etc. Mais on ne veut pas, à mon avis, prendre ce texte qui permet de plafonner les dépenses des campagnes électorales. Le troisième point que je venais d'évoquer, c'est celui de l'indépendance de la Commission nationale électorale véritablement indépendante. Qu'est-ce qui se passe? Ensuite, le point qui vient après, c'est celui de la biométrie. Et ça me fait rappeler que j'ai oublié de l'évoquer à Dolisie. Parce qu'à Dolisie, entre autres, on avait évoqué le problème de l'établissement des cartes biométriques avec photo. Et en 2015, à Sibiti, on revient sur la biométrie pour réaffirmer le principe de la biométrie qui devrait nous aider à améliorer notre problème au niveau de la détermination du corps électoral et de la fiabilité des listes électorales. On a réaffirmé le principe, sauf que cette fois-ci, on commence à faire apparaître cette tête judiciaire, que cela est subordonné à 2 aspects. Le premier aspect, c'est la réalisation du recensement général de la population et de l'habitat. Et l'autre aspect, c'est la modernisation et l'installation d'un système moderne d'état civil. C'est ça. Mais les gens sont véritablement acquis à cela. Maintenant, on évoque toujours la Sibiti, ce qu'on a évoqué à Dolisie, à savoir l'application avec rigueur de la loi sur les partis.
On ne peut pas l'appliquer avec rigueur, puisque déjà quand le ministre de l'Intérieur sort des listes, il y a des partis qui ne sont pas conformes à la loi qui sont retenus. Comment vous allez faire pour aller avancer? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et après, on retombe, on passe de Sibiti à Ouesso, où la concertation a eu lieu en 2017. Je vais insister sur, soi-disant, les 2 recommandations qui n'ont pas été exécutées. La première, elle est relative à la biométrie, comme je viens de dire, et la raison, elle est bien connue. Les prérequis, à savoir le recensement de la population, à savoir la modernisation et l'installation du système et la réforme du système d'état civil, n'était pas encore rempli. Et il fallait attendre. Mais on note quand même que à Ouesso, ça a été relevé. Le deuxième aspect relevé à Ouesso, qui devient récurrent, c'est toujours cette affaire des textes à prendre pour le plafonnement des dépenses des campagnes électorales. Donc, vous voyez depuis combien de temps on parle, par exemple, du plafonnement. Textes à prendre, textes à prendre. Et on constate, comme nous l'avons déjà dit, qu'il y a un manque de volonté notoire. Maintenant, nous arrivons à la concertation de Madimou, que je trouve particulière. Je la trouve particulière, pourquoi? Mais parce qu'au cours de cette concertation, 3 leaders de l'opposition qui étaient présents, à savoir Pascal Tchati-Mabiala, Guy Brice Parfait Kolila, que Dieu est son âme, Claudine Munari, au retour de Madimou, font la communication. Que c'est un rendez-vous manqué, c'est un échec. C'est à quoi la majorité présidentielle réagit en disant que c'est faux. Donc, il n'y a pas eu consensus. Les gens qui ont été à une concertation en sortent chacun avec l'appréciation de son point de vue. Et pour les responsables de l'opposition, ils évoquent clairement qu'il n'y a pas eu consensus sur le problème de la Commission nationale électorale véritablement indépendante, d'après ce que nous avons lu à travers les médias. Il n'y a pas eu consensus en ce qui concerne la maîtrise du corps électoral, avec la conséquence, la fiabilité des listes électorales. Il n'y a pas eu consensus sur le problème du plafonnement, du texte à prendre pour le plafonnement des dépenses des campagnes électorales. Un point a été, semble-t-il, acquis, c'est la prise en charge, la prise en compte et la prise en charge des représentants des partis politiques dans les bureaux de vote par l'État, etc. Et quand les responsables des partis politiques de l'opposition donnent la position, mais ils appellent à l'arbitrage du chef de l'État. Mais entre-temps, le ministre de l'Intérieur a déjà annoncé qu'il appliquera et mettra en exécution ce qui a été retenu à Madimou. Donc, vous voyez, il y a comme une cacophonie. Et tout le monde était suspendu à l'arbitrage. Mais on n'a pas été surpris par l'arbitrage. L'arbitrage a eu lieu au cours du Conseil des ministres du 4 décembre 2020. Et ça a été clair. Et c'est un problème qui réapparaît aujourd'hui. Pourquoi? Mais parce que sur le problème de la fiabilité des listes électorales, il était apparu à Madimou qu'il y avait 2 tendances qui s'étaient dégagées. La première tendance qui était favorable à la révision des listes électorales, tout en sachant que cette méthode ne nous permet pas d'avoir correctement la maîtrise du corps électoral. La deuxième tendance estimait qu'au-delà, même si on devait faire une révision des listes électorales, au-delà de ça, il fallait réaliser un recensement administratif. Je pense même spécial. Mais le Conseil des ministres a évoqué quelle raison. Et c'est pour ça qu'il faut vous rappeler ce qui a été dit à vous, le timing que le gouvernement devait élaborer sur les opérations préélectorales et électorales pour éviter la précipitation. Mais ils se sont trouvés confrontés à ce problème. Pourquoi? Mais parce qu'ils disaient que le recensement administratif spécial ne pouvait plus se faire. Parce que si on le lançait, il fallait prévoir au moins une durée d'au moins 10 mois. Mais l'élection était prévue
au mois de mars et la concertation de Madimou a eu lieu en novembre 2020. Vous voyez bien. Et le Conseil des ministres, en examinant le problème, a dit ben, nous respectons la Constitution parce que les délais constitutionnels ne nous permettent pas d'aller à un recensement administratif spécial qui nous prendrait pour une durée de 10 mois. Donc, c'est en fait le report de l'élection présidentielle. Donc, on a pris l'engagement à partir de Madimou d'aller à l'élection avec une non-maîtrise du corps électoral et certainement une non-fiabilité des listes électorales. Est-ce que de tout temps on fera comme ça? Est-ce que de tout temps on fera comme ça? Et cette situation a amené, d'ailleurs un leader politique a déclaré, lorsqu'on lui a posé la question de savoir s'il serait candidat à l'élection, il a répondu en disant, on ne peut pas aller à une élection dont les résultats sont connus d'avance. Peut-on penser que pour 2026, on travaille également pour que les résultats soient connus d'avance? Surtout que l'on découvre avec ce qu'on déclare des gens qui ne sont pas conformes à la loi conforme, etc. Donc, on se rend bien compte qu'il y a un problème au niveau de ce problème de liste électorale, de proclamation des résultats et d'un certain nombre d'autres choses. Et je crois que c'est ça. Et c'est en ça qu'il est important de bien se pencher sur ce qui s'est passé à Ouando. À Ouando, en 2022. Et moi, j'ai ici le document, la concertation, le communiqué final des travaux de la concertation politique de Ouando. Alors, comme vous pouvez vous en douter, après le choc de Madimou, il faut se demander comment se présenterait Ouando. Mais Ouando est pratiquement revenu sur le même problème, à savoir, premier problème, celui de la mise à jour du fichier électoral, c'est-à-dire en fait celui de la maîtrise du corps électoral et celui de l'élaboration des listes électorales fiables. On est revenu dessus. Et le principe que je viens de vous évoquer est pratiquement le même. On est revenu encore sur le problème de la biométrie. Et le problème de la biométrie, on a annoncé qu'il est resté d'actualité et attendu par toute la classe politique. On a reconnu que la biométrie n'était pas possible pour l'élection des législatives et locales de 2022, mais après, les choses devaient pouvoir entrer dans l'ordre. Et on n'a fait que répéter que pour la réalisation de la biométrie, il y avait le problème de la réalisation du recensement de la population et de l'habitat. Je vous rappelle que lorsqu'on en parlait, le dernier recensement général de la population et de l'habitat datait de 2007 et que selon les recommandations internationales, nous aurions dû refaire un recensement en 2017. On espérait le faire en 2018, mais ça a pris suffisamment de temps. Et finalement, on a eu les résultats de ce recensement, de cette importante opération. Il est resté l'autre aspect, c'est la réforme et la modernisation du système d'état civil. Donc, il a été à espérer que pour l'élection de 2026, que nous aurions la biométrie. Bon, sur les autres aspects, je ne commande pas les autres aspects, sur les autres aspects, on revient encore à Ouando sur ce problème de textes à prendre pour le plafonnement du financement des campagnes électorales. Je le dis de façon exhaustive pour que vous voyez depuis quand Evo, Dolizé, à chaque fois, on a parlé de la sortie de ces textes et à chaque fois, ils ne sortent jamais. Pourquoi? On n'en sait rien. Vous savez qu'on a eu le même problème pour le texte d'application en ce qui concernait l'obligation de déclaration de patrimoine. De 2002, finalement, ce texte est sorti en 2019. Même quand il est sorti, ce qui se faisait n'était pas conforme à la loi et à la Constitution. Et enfin, on a parlé encore de ce problème qui nous poursuit. Il nous poursuit depuis le temps du président Pascal Lissouba, à savoir la mise en place d'une commission nationale électorale véritablement indépendante. On n'est pas au bout du chemin.
On en a encore beaucoup à faire. L'autre aspect que je vais soulever, c'est vrai, on pourra regarder dans les détails sous un autre angle le problème du vote anticipé des membres de la force publique. Mais je vais terminer pour ce qui concerne Ouando par deux aspects. Le premier aspect, c'est que la concertation de Ouando a estimé que les taux étaient trop élevés pour les différents cautionnements exigés pour chaque élection. Vous savez que pour l'élection présidentielle, c'est 25 000. Dieu merci, à Ouando, on a retenu le principe de revoir à la baisse ces cautionnements. Et en ce qui concerne l'élection présidentielle, il y a déjà des propositions qui ont été faites, consistant à dire qu'il faut redescendre de 25 millions à 5 millions. Et voilà, autant de problèmes extrêmement importants qui ne préoccupent pas le ministère de l'Intérieur, mais ne sont préoccupés que par une chose, la révision des listes électorales, avec tout ce que je viens de vous dire. Dans quel but? La conservation du pouvoir. Mais maintenant, les choses sont claires et il faut qu'on ait le temps de les examiner. Maintenant, pour terminer avec tout ça, nous avons suivi le discours, la locution de clôture de cette concertation de Ouando par le Premier ministre. Bon, il a dit un certain nombre de choses sur lesquelles nous ne sommes pas d'accord. D'abord, nous ne sommes pas d'accord et nous préférons nous dire que les partis qui ont été retenus ou reconnus par le ministre de l'Intérieur par rapport à l'arrêté 13 205 du 21 octobre 2020 ne sont pas dans pratiquement leur quasi-totalité en conformité avec la loi. Que faisons-nous? Que faisons-nous? Mais ensuite, ce que nous avons retenu de fort et que nous allons développer dans les jours à venir, dans ce que le Premier ministre a dit, c'est que lors de cette allocution, il a dit, la démocratie, c'est d'abord et avant tout la loi. La loi, rien que la loi. C'est-à-dire qu'on doit veiller au respect de la loi. Et nous constatons que dans ce qui se passe, même actuellement, les gouvernants ne tiennent pas compte du respect de la loi. Donc nous avons voulu essayer de faire un peu cet examen pour que vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, il est clairement établi que les gouvernants ne font rien pour mettre en exécution les recommandations qui sont issues de ces concertations qui, il faut le reconnaître, n'avaient pas de base juridique. Ils ne prennent même pas des dispositions pour que le Conseil national de dialogue, qui est le véritable organe de concertation, d'apaisement, de recherche de consensus entre les forces vives de la nation, sur tous les problèmes politiques d'intérêt national, se réunissent. Il n'a même jamais été formellement mis en place. Et quand j'y réfléchis, je me dis, mais que veulent en réalité ces gouvernants? Conserver le pouvoir, c'est bien, mais il faut en plus respecter la loi. Mais si vous respectez la loi, vous ne pouvez pas le conserver indéfiniment. Nous venons d'évoquer le cas du Bénin, qui est en train d'agir pour l'alternance démocratique et qui devrait faire évoluer un certain nombre de choses. C'est en ça, et je rappelle au ministre de l'Intérieur, je ne sais pas s'il a oublié, je rappelle au chef des groupements politiques que les Congolais vous suivent. Ils vous suivent. Le 12 mars 2024, vous vous êtes retrouvés et vous avez annoncé que vous deviez examiner les problèmes de la biométrie pour la prochaine élection présidentielle, que vous deviez regarder le problème de la refonte de la loi électorale, que vous devez regarder y compris les problèmes d'une éventuelle concertation politique, que je ne partage pas, mais c'est vous qui avez retenu ça. Et tout d'un coup, vous avez oublié ça. Et vous vous retrouvez le 27 août pour parler maintenant de la mise en place des commissions administratives. Vous prenez les Congolais pour des imbéciles ou pour des idiots? Où est-ce que vous voulez nous amener? Vous jouez à quoi exactement? Vous jouez à quoi exactement? Alors, j'ai voulu faire ce tout pour dire que demain, il ne faut pas que le ministre Boulou vienne nous dire qu'on ne peut pas faire un recensement administratif parce que
on va dépasser les 10 mois parce que le ministre Mboulou a eu tout le temps, y compris d'élaborer un timing précis des opérations préélectorales et électorales qui devaient permettre d'éviter la précipitation. Alors c'est pour ça, chers téléspectateurs, après avoir fait ce tour, je sais que c'est assez dur de repasser en revue tout, mais j'ai souhaité les passer en revue sous cette forme pour que les Congolais comprennent ce qui se passe réellement et le manque de volonté et peut-être de courage des gouvernants d'appliquer réellement les recommandations qui ont été adoptées. C'est de leur responsabilité, sinon la responsabilité leur incombe. C'est pour ça que je dis qu'en termes de conclusion, les gouvernants doivent prendre conscience et se rendre compte qu'aujourd'hui, avec leur façon de faire, les conditions permissives pour la tenue d'une élection libre, transparente, démocratique et crédible et apaisée en 2026 ne sont pas remplies. Et il y a beaucoup d'aspects qui méritent une attention toute particulière. L'un des aspects que j'évoque, qui est apparu, qui est fondamental, qui devrait retenir leur attention, c'est la conformité à la loi. Et je leur rappelle ce que le Premier ministre Colin Makosso a déclaré. Une fois, je l'ai suivi devant le Sénat dire « Force doit être donnée à la loi ». Et quand j'ai relu son allocution à Ouando, je me suis rendu compte qu'il a déclaré que la démocratie, c'est avant tout et d'abord le respect de la loi. La loi, rien que la loi. Alors, pourquoi le gouvernement de Anatole Colin Makosso n'aborde pas le problème de façon claire et transparente de la conformité à la loi? Est-ce parce qu'il sait qu'il est membre du bureau politique du Parti congolais du travail, tout comme le ministre de l'Intérieur, et qu'ils savent que le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi? Mais aujourd'hui, tous les Congolais le savent. Est-ce parce qu'ils savent que le président de la République n'est pas en conformité avec la loi et que la loi n'autorise pas au président de la République d'être président du Parti congolais du travail? Aujourd'hui, tous les Congolais le savent. Et c'est pour ça qu'on doit leur dire, et le ministre Mboulou doit le savoir, les chefs de groupement politique et de l'opposition, ils doivent le savoir. Le président de la République du Congo ne peut pas être président du Parti congolais du travail. Et j'ajoute à ça, le président du Parti congolais du travail ne peut pas organiser une élection libre, transparente, démocratique, crédible et apaisée. Comment on fait? La réponse est là. Mais au-delà de ça, les autres problèmes, ils sont pendants. Ce n'est pas Clément Mirassa qui a demandé au ministre de l'Intérieur le 24 mars 2024 de parler de la refonte de la loi électorale. Que fait-il? Alors un jour, il parle de la refonte de la loi électorale et un autre jour, il s'élève pour dire on va à l'élection et cette refonte aura lieu quand? Et on va en discuter quand? J'ai vu que dans la révision des listes électorales, il y a des partis de l'opposition, mais nous ne sommes pas pris en compte. Et le ministre de l'Intérieur, de même que le chef du groupement de l'opposition, ils doivent savoir qu'au Congo, il y a une opposition parlementaire et extra-parlementaire. Alors on s'est retrouvé pour répartir les petits postes, de donner à les militants. Mais ce n'est pas ce qui règle les problèmes du pays. Ce que le pays veut, c'est la tenue d'une élection libre, démocratique, transparente, crédible et apaisée, qui permet à chaque Congolais de choisir le dirigeant qu'il veut. Ce n'est pas les tergiversations qu'on est en train de faire, etc. Mais dans les autres aspects. Mais le problème de la mise en place d'une commission électorale véritablement indépendante n'a jamais été résolu. La mise en place, le problème de la maîtrise du corps électoral et de la fiabilité des listes électorales n'est pas résolu. Et le ministre Mboulou sait, puisqu'il a été
il a pris part à toutes les concertations. Il sait qu'à Madingo, il y a deux tendances qui se sont dégagées. Et que la tendance, pour moi qui avait raison, c'est celle qui estimait que pour qu'on avance sur ce problème, il fallait un recensement administratif spécial. Et le seul argument faible que les gouvernants ont eu, c'était de dire si on le fait maintenant, on ne pourra pas respecter les délais constitutionnels de la tenue de l'élection présidentielle. On ne pouvait pas le faire pourquoi? Mais parce que vous n'avez pas eu l'intelligence de mettre en place un timing des opérations préélectorales et électorales pour éviter la précipitation. On fait comment? Vous vous rendez compte que depuis près de 10 ans, on n'arrive pas à faire adopter et à promulguer un texte de loi sur le plafonnement des dépenses des campagnes électorales. Vous trouvez ça sérieux? Vous trouvez ça sérieux? Alors c'est pour ça que je terminerai en disant, chers téléspectateurs, la situation est véritablement préoccupante au niveau du Congo-Brazzaville. Nous souhaitons que la communauté internationale accorde une attention. Parce que, à l'instant où je vous parle, je considère que ce qui se fait au Congo, c'est la préparation d'un coup d'État électoral, c'est la préparation d'un coup d'État constitutionnel, et qui ne sont même pas capables d'appliquer ce qu'eux-mêmes ils ont arrêté. Ils ne sont même pas capables de respecter les lois et règlements de la République, y compris la Constitution. Et comme ça, on va. C'est la conservation du pouvoir exécutif. C'est pour ça que je terminerai à ce niveau pour dire il est bon que les gouvernants sachent que les Congolais ont maintenant les yeux ouverts. Et il est bon qu'ils arrêtent d'agir selon leur mode opératoire qui consiste à dire les chiens aboient, la caravane passe. On ne peut pas vouloir rechercher la paix et agir selon ce mode opératoire. C'est moi qui le dis. Et je pense que je suis prêt à en assumer la responsabilité. Donc, chers téléspectateurs, la prochaine émission, nous rentrerons encore plus en détail sur ces aspects de la gouvernance électorale. Nous allons aborder maintenant en profondeur un certain nombre d'aspects. J'espère que nous arriverons à la conclusion. Donc, pour terminer notre émission, je vais encore une fois de plus vous rappeler cette date du 12 septembre 2025 à 18h. Nous organiserons un webinaire, c'est-à-dire une conférence en ligne, au cours de laquelle, après vous avoir communiqué le lien, nous ferons un exposé liminaire et nous serons prêts et disposés à répondre à vos questions. Nous espérons que pour la deuxième émission de ce type que nous allons réaliser, que vous serez plus nombreux à nous suivre et que nous aurons l'occasion d'avoir un débat très intéressant. C'est sur ces mots, chers téléspectateurs, que je vous remercie pour votre aimable attention et vous donne un rendez-vous à la prochaine, c'est-à-dire ça sera probablement le samedi 13 septembre 2024, c'est-à-dire au lendemain du webinaire. À bientôt et bien de choses à vous. Merci. Thank you.